les 3 ex-otages, les 3 jeunes femmes, Doron Steinbrecher, Romi Gonen et Émilie Damari, sont désormais avec l'armée israélienne en route vers Israël. Kadi, vous nous avez rejoint. Qui sont ces jeunes femmes? Est-ce que vous pouvez nous raconter et nous expliquer évidemment dans quelles conditions elles ont été capturées? Oui, alors vous avez découvert, on a découvert ensemble ces visages, ces 3 jeunes femmes, donc Romi Gonen, 24 ans, Émilie Damari, 28 ans, et Doron Steinbrecher, 31 ans. La première, Romi Gonen, donc âgée de 24 ans, donc ça fait 15 mois d'absence pour ces 3 jeunes femmes. Elle s'était réfugiée dans une voiture pour fuir les assaillants du festival de Rave Party, là où elle s'était rendue. Pour fuir donc ces assaillants, elle a appelé sa mère au téléphone pour lui dire: ils m'ont tiré dessus, maman, je saigne. Et puis elle est restée comme ça au téléphone avec sa mère. Et puis à 11h, signal coupé. Plus de son, plus d'image, liaison coupée, la voiture a été retrouvée vide, son téléphone a borné évidemment dans la bande de Gaza, c'est là qu'on a perdu sa trace. Elle est blessée à la main, c'est ce que dit sa mère qui a obtenu cette information ainsi que des preuves de vie par des otages qui ont été libérés depuis. Alors elle s'est cachée pendant ces quelques heures avant d'être enlevée, mais elle a fini par être découverte. Sa sœur dit: j'entendais les terroristes se demander, on l'emmène, on la tue, qu'est-ce qu'on fait finalement? Eh bien, ils l'ont emmenée. 3 de ses amis ont été assassinés lors de cette attaque. Alors, à droite sur l'image, vous allez voir, c'est Émilie Damari. Elle est israélo-britannique, elle a 28 ans. Et elle a été enlevée dans le quartier des jeunes de Kfar Aza. C'est un kibboutz, tout à l'heure, notre envoyé spécial nous en a parlé tout à l'heure. C'est un kibboutz où elle a grandi. Lors de cet assaut du Hamas dans le sud d'Israël, la jeune femme, elle a été blessée par balle à la main, mais aussi à la jambe. La dernière preuve de vie de cette jeune femme, eh bien, elle a été donnée par un autre otage, une fois de plus, Agam Goldstein, qui a été libéré, lui, en novembre 2023. Elle est la seule otage britannique encore en vie aux mains du Hamas à l'heure qu'il est, ou en tout cas elle l'était jusqu'à maintenant. Et puis la 3e jeune femme, Doron Steinbrecher, c'est la plus âgée, elle a 31 ans, elle est israélienne mais aussi roumaine, elle est infirmière, vétérinaire, et là, ses proches nous racontent, à 6h30, tous les habitants du kibboutz ont signalé qu'ils se trouvaient dans leur pièce sécurisée. À 10h30, elle a indiqué à ses parents qu'elle avait peur, que les terroristes étaient dans le bâtiment. Et puis elle a envoyé un message vocal à sa famille, à ses amis, dans lequel elle disait: ils sont là, ils m'ont emmenée. Et puis elle vient de Kfar Aza, le même kibboutz qu'Émilie Damari. Ses parents, eux, ont miraculeusement échappé aux assaillants. Je dis miraculeusement parce qu'en fait, les assaillants ont pris le jardin des parents de Doron Steinbrecher pour QG, mais ils ne sont pas rentrés dans leur habitation. Merci beaucoup, Kadi, pour ces informations sur ces 3 jeunes femmes qui sont désormais avec l'armée israélienne. C'est ce qu'annonçait David Benaïm, notre correspondant en direct de Tel Aviv, il y a quelques instants. C'est le premier soulagement, le premier espoir après plus d'1 an. La trêve qui a commencé à 10h15 ce matin et qui est toujours en vigueur permet donc la libération de ces 3 jeunes femmes qui ont été capturées, comme vous le disiez, Kadi, 7 octobre 2023, dans ces conditions terribles. Elles vont pouvoir, dans quelques heures, retrouver leur famille. Elles seront évidemment prises en charge. On a vu les images de leur chambre à l'hôpital. Il y aura aussi d'abord une première tente. Elles vont être accueillies par des psychologues, par des médecins. Et on imagine aussi Général Desportes débriefé par l'armée israélienne, parce que la guerre n'est pas terminée. Il y a un cessez-le-feu, mais la guerre n'est pas terminée. Et l'armée israélienne a besoin d'avoir le maximum d'informations. Absolument. Les services, une fois que ce qu'il aura fallu faire pour sauvegarder le moral, la vie, etc., l'état psychologique de ces personnes aura été fait, il est clair que les services de renseignement vont intervenir pour essayer d'en retirer le maximum d'informations, en se préparant toujours, évidemment, une éventuelle et tout à fait possible reprise des hostilités. Il s'agira donc d'essayer de localiser l'endroit où ont été détenus ces 3 otages, qui les a détenus, de manière effectivement à pouvoir préparer une suite militaire éventuelle à cette libération. Lucas Manger.
C'est-à-dire c'est un moment, on le voit sur ces images, c'est-à-dire les Israéliens, d'abord faut le souligner, c'est pas la première fois qu'il y a des crises d'otages, c'est la première fois que c'est de cette ampleur. Donc il y a une habitude, j'allais dire, israélienne. Il y a eu, souvenez du cas de Gilad Shalit, qui avait été cet otage soldat enlevé pendant plusieurs années et libéré vivant alors que personne ne savait s'il était encore en vie. Il avait été donné pour mort à plusieurs reprises. Mais ce qui est nouveau là, c'est l'ampleur, la durée, et il faut souligner aussi le fait que la plupart des otages israéliens détenus depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza sont soit des jeunes qui venaient faire la fête, on l'a dit et Kadi l'a rappelé, soit des gens qui vivaient dans des kibboutz proches de la bande de Gaza, et c'est une partie de la société israélienne, je parle sous votre contrôle, vous connaissez mieux que moi, mais qui sont des militants pour la paix. C'est-à-dire que la société israélienne est très clivée, et elle l'est encore plus en ce moment, mais la plupart, notamment des personnes âgées qui avaient été prises en otage dans ces kibboutz proches de la bande de Gaza, sont des gens pour qui vivre dans ces endroits-là du pays était aussi un acte militant. Certains d'entre eux participaient à des opérations pour aider à faire sortir, par exemple, des enfants malades de la bande de Gaza et les faire soigner dans des hôpitaux israéliens. Il y a, quand vous êtes sur la place des otages, et j'y étais beaucoup aussi, il y a un sentiment d'énorme injustice. C'est-à-dire, ces gens qui ont été pris en otage sont des gens qui n'étaient pas des militants anti-palestiniens. Et c'est ça qui a contribué à ce clivage, avec des ministres, une partie de la classe politique qui soutient Benjamin Netanyahou, qui, elle, est très officiellement d'une extrême droite pour la recolonisation de la Cisjordanie qu'ils appellent la Judée-Samarie. Certains ministres ont eu des propos à la télévision en disant qu'il fallait éradiquer la population de la bande de Gaza. Enfin, il y a eu toute cette dichotomie au sein de la société israélienne. Sauf que les personnes qu'on voit là et la joie qu'on lit sur ces visages, ces images sont très impressionnantes, les images qu'on a en direct en ce moment. C'est à la fois de la joie pour ces 3 premières femmes qui sont libérées, de l'inquiétude pour la suite et surtout une immense inquiétude sur qu'est-ce qui va se passer après. Parce que, on l'a dit et répété, là, on entre dans une phase de 42 jours d'un premier cessez-le-feu. Ensuite, il y a 2 autres phases qui sont prévues. Et de ce que je lis, moi, dans la presse israélienne depuis plusieurs jours, il n'y a pas grand monde qui croit aux phases 2 et encore moins à la phase 3. Mais l'essentiel là est de sortir le maximum d'otages. J'allais dire, tous ces gens qu'on voit là se disent, on sort les otages, ce qu'ils demandent depuis 15 mois, et on verra après. La suite, on ne sait pas du tout comment elle va s'écrire. La suite, elle est forcément politique. Elle est forcément dans une négociation avec un Hamas qui n'a pas été détruit, contrairement aux promesses de Netanyahou. Le Hamas a pris des coups extrêmement sévères, c'est-à-dire ils ont été éradiqués, beaucoup de ses combattants sont morts, mais le Hamas n'est pas détruit à l'intérieur de la bande de Gaza. Et puis il y a l'autorité palestinienne qui siège encore à Ramallah, qui va essayer elle aussi de s'immiscer dans ces négociations. Voilà. Il y a un flou immense sur l'avenir et une joie, on la voit, on la lit sur ses visages, sur ses sourires, de se dire, voilà, pour la première fois depuis le 7 octobre, il y a eu ce petit épisode de novembre 2023 où quelques otages ont été libérés, mais là c'est la première fois qu'il y a une réelle avancée et c'était très long. Vous avez raison, hein, l'après, même s'il est incertain, est dans toutes les têtes. Et je précise qu'Emmanuel Macron a souligné auprès de Mahmoud Abbas l'importance de restaurer une gouvernance palestinienne à Gaza. Information de l'Élysée, selon notre service politique de TF1 LCI. Justement, c'est exactement... Ah, Marc Semo, je me permets, pendant que je vous donne la parole, de voir ces images. Ce sont les images dans la bande de Gaza. On a décidé évidemment de flouter, de ne pas tout vous montrer, mais on voit très bien les combattants du Hamas qui encadrent ces 3 jeunes femmes. Voilà, c'est la séquence qui a été diffusée sur la chaîne Al Jazeera, la séquence où ces 3 jeunes femmes sont transmises des mains du Hamas à la Croix-Rouge. Voilà, c'était ces images-là que les familles d'otages ont vues sur la place à Tel Aviv. Hein. C'est l'image à gauche de votre écran, quand il y a eu ces applaudissements, ce soulagement, ces sourires, ces pleurs. C'est quand ils ont vu cette preuve de vie grâce aux images diffusées sur Al Jazeera. Vous imaginez la terreur de ces 3 femmes dans ce moment-là, ces moments qui sont cruciaux dans des libérations d'otages, avec cette foule, parce que ce qu'on distingue, c'est qu'il y a des combattants du Hamas avec leur bandeau vert, mais on voit
regardez, il y a des gens au-dessus de la voiture de la Croix-Rouge, il y a des gens partout. Là, j'ai vu passer tout à l'heure une photo sur les réseaux sociaux où il y a une foule tout autour. Donc ces 3 femmes qui vivent depuis 15 mois en captivité doivent être partagées dans un mélange de joie et d'espoir, mais c'est absolument terrifiant. Beaucoup d'anciens otages, par exemple au Liban, ont raconté ce moment absolument crucial où ils voient les négociateurs arriver, que ce soit au Liban, il y en a eu aussi en Irak, ce moment où ils se disent ça y est, le cauchemar est terminé. Là, il y a quelque chose de particulier. Généralement, ces libérations d'otages se font dans des endroits relativement secrets, à l'écart justement de la foule. Je pense aux otages au Liban parce les survivants d'otages au Liban l'ont beaucoup raconté. Ce moment où ils ont vu quelqu'un qui leur parlait dans leur langue en leur disant vous êtes en sécurité. Je pense à Jean-Paul Kaufmann, par exemple, qui l'a évoqué, ce moment où tout d'un coup, ils ont face à eux quelqu'un dont ils savent qu'ils sont en sécurité. Là, il y a un moment très particulier parce qu'il y a la foule autour et on imagine une panique, une peur de se dire et si ça foirait ? Et si tout d'un coup, un coup de feu est tiré, il y a énormément de gens. Il y a des combattants du Hamas et puis il y a toute la foule autour. Donc ça doit être un moment, alors pour les négociateurs et les spécialistes de la Croix-Rouge, extrêmement intense, mais on imagine pour ces 3 femmes dans l'état psychique et physique dans lequel elles sont, à quel point ça doit être terrifiant. Joe Biden Les 3 otages ont été libérés, 3 femmes israéliennes, 470 jours après. 4 femmes seront libérées dans 7 jours et il y en aura d'autres qui seront libérées une semaine plus tard, y compris 2 citoyens américains lors de la première phase. Nous prions pour eux et pour leurs familles et espérons que leur récupération ne sera pas trop longue. Au bout de 60 jours, il y aura la deuxième phase qui implique la libération de soldats israéliens et une trêve permanente sans le pouvoir de Hamas. Des centaines de camions sont à Gaza alors même que je parle et apportant l'aide pour les civils qui ont beaucoup souffert également suite à l'attaque commencée par le Hamas en octobre 2023. Aujourd'hui, seuls, nous pensons qu'il y aura 700 camions qui vont entrer dans la bande de Gaza au moment même où je suis en train de vous parler. Et après tant de destruction et de douleur et de pertes, aujourd'hui, les fusils se sont tus à Gaza. C'était l'accord qui avait été proposé le 21 mai et que j'avais largement approuvé et qui avait été approuvé, y compris par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il y a eu une coordination mise en place avec l'Égypte et Israël. J'ai travaillé pendant des décennies en politique étrangère et c'est là une des négociations les plus dures auxquelles j'ai participé. Et ceux qui ont suivi cette négociation le verront et comprendront que cela n'a pas été facile du tout. Mais nous sommes arrivés à un point aujourd'hui, en raison de la pression mise par Israël sur le Hamas, soutenue par les États-Unis. Nous avons travaillé sur le plan diplomatique sans relâche. J'ai entendu de nombreuses personnes en parler, mais j'ai conclu qu'une interdiction ne nous aurait pas permis d'arriver à ce cessez-le-feu auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Et cela aurait pu mettre en place une guerre à plus grande échelle dans la région, ce que beaucoup craignaient. Maintenant, cette région est fondamentalement transformée. Le leadership du Hamas, qui date depuis de longues années, est enfin terminé. Le Hamas a été mis à mal par l'Israël, soutenu par les États-Unis, et les soutiens du Hamas ont également été très affaiblis sur le terrain. Et alors même que nous travaillions pour des solutions diplomatiques au Liban, nous avons apporté une aide pour soutenir la campagne d'Israël contre le Hamas. Et tous ces efforts ont permis donc d'arriver à la situation actuelle le long des frontières avec Israël et le Liban. Et donc ceci a été un grand succès, à tel point que à fin novembre, les États-Unis avaient donc mis en place un cessez-le-feu avec le Liban, ce que le Hezbollah disait qu'il n'accepterait jamais. Et ils ont abandonné le Hamas. Et aujourd'hui, au Liban, il y a enfin un nouveau Premier ministre et un Premier président, tous les deux soutenant un Liban souverain sans le leadership du Hezbollah. Et le régime saoudien également nous soutient.
L'Iran est dans une position la plus faible depuis plusieurs dizaines d'années et nous avons soutenu la réponse d'Israël contre l'Iran. Regardez la région, le Liban a la possibilité d'être libre maintenant du Hezbollah et la Syrie a un avenir sans Bachar al-Assad. Pour la population palestinienne, c'est un chemin extraordinaire qui s'ouvre en tant qu'État pour une normalisation à l'avenir et l'intégration d'Israël avec tous ses voisins, y compris l'Arabie saoudite. Nous avons connu des journées très difficiles avec des retours en arrière, des reculs, mais nous n'avons jamais abandonné. Grâce à mon équipe, notamment Brett McCurk, que beaucoup d'entre vous connaissez, qui a passé des semaines et des semaines à négocier jusqu'à ce que nous en arrivions à cet accord. Aujourd'hui, le cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages est le résultat d'une politique efficace que nous avons mise en place depuis des mois et qui a évité une guerre plus importante au Moyen-Orient, ce que beaucoup craignaient. Et notre administration nous a permis de mettre cela en place. Notre équipe a travaillé avec l'équipe à venir et nous avons œuvré comme une seule voix et nous allons continuer à apporter nos soutiens à nos amis dans la région et notre croyance en la diplomatie. Regardons les nouvelles de Gaza aujourd'hui et rappelons-nous également toutes les victimes de cette guerre. Nous comprenons que la paix doit toujours être ce que nous devons viser. Merci à tous de nous avoir écoutés, que Dieu nous protège et nous permette d'aller de l'avant avec cette trêve qui doit être mise en place. Excusez-moi, je ne vais pas pouvoir prendre de questions parce que j'ai toute une congrégation qui m'attend en bas et je suis sûre que nous aurons la possibilité de parler plus tard. Joe Biden, le président des États-Unis, qui vient de s'exprimer. Tout de suite, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, qui s'exprime sur la libération de ces 3 otages. Il y en a encore plusieurs otages en vie. Je ne veux pas vous donner le chiffre. Nous avons transmis au Hamas la liste et nous attendons d'avoir ces personnes que nous avons demandé comme il a été mis dans l'accord et nous allons pas tolérer de non-respect de cet accord. Pourquoi Tzahal n'a pas attaqué le camion qui ont été avant le début de la trêve? Nous avons attaqué des infrastructures et nous avons attaqué également de voitures et d'autres cibles. Et nous n'allons pas tolérer le non-respect de l'accord. Nous avons mis en évidence ce matin. Est-ce que cela va ressembler à ce qui s'est passé au Liban, c'est-à-dire est-ce que cela va continuer là où Tzahal se trouve? L'accord pour le retour des otages est très important pour les objectifs de la guerre. Dans cet accord, il y a des risques, il y a des défis, et nous sommes prêts et nous saurons comment répondre à tous les défis de cet accord. Et nous allons savoir comment revenir à combattre pour répondre à nos objectifs de la guerre. Est-ce que nous pouvons éviter que les otages soient encerclés par des militaires de Hamas? Oui, ces images cyniques et terribles de cette organisation qui détient encore des otages dans des situations inhumaines. Ils nous montrent face à qui nous faisons cette guerre et nous allons continuer à faire cette guerre. C'est une organisation meurtrière pour qui la mort est sacralisée. Nous sacralisons la vie. Nous allons montrer comment on va prendre dans le bras ces jeunes femmes qui étaient prises dans leur maison et comment les combattants de Tzahal et de Shin Bet ont tout fait pour faire revenir ces filles à la maison. Il y a énormément de soldats qui ont été tués ou blessés, qui ont tout fait pour le retour d'eux à la maison pour ramener cette journée. Et il ne faut pas qu'on oublie. Merci beaucoup et une bonne soirée. Nous allons continuer à vous mettre à jour avec toutes les actualités de cette journée.